Pour conclure les conférences de la journée, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous présentons ce projet novateur et maintenant officiel pour le CIS de la Côte-Nord. Cette conférence va vous démontrer l'importance de la technologie dans nos milieux, mais surtout comment elle peut être profitable pour nos aînés. J'invite maintenant Mme Manon Cody. Elle œuvre dans le réseau de la santé depuis 2004. Depuis 2019, elle occupe des fonctions de gestionnaire au CIS de la Côte-Nord. Détentrice d'une formation en soins infirmiers, elle possède aussi un diplôme de 2e cycle en organisation des services de santé et services sociaux et termine une maîtrise en gestion des organisations. Depuis 2021, son leadership et son implication pour l'amélioration des coûts des soins et des services l'a amené à occuper la fonction de gestionnaire responsable en CHSLD par intérim. Monsieur Steve Girard, vice-président stratégie et développement corporatif chez MediSolutions, une entreprise spécialisée dans le développement de solutions de gestion des soins intégrés dans le secteur de la santé au Québec. Monsieur Girard est le créateur du projet de gestion des soins CIMO et participe au virage numérique en santé dans une approche de trajectoire intégrée de soins du domicile jusqu'à l'hébergement depuis sa création en 2005. Il joue un rôle de premier plan dans la croissance de MediSolutions en assurant l'élaboration et la mise en place de stratégies contribuant au développement de l'organisation. Et M. Philippe Voyer a monté sur scène pour cette dernière conférence. Ben, je n'étais pas supposé, moi. Pas obligé. Je n'étais pas obligé. C'est ça, c'est ça. Ah, vous avez un break. On a changé quelques fois. Moi, pour ceux qui me connaissent, je fais jamais les choses normalement. Donc, j'ai été un peu jalouse de la version d'Annick et de M. Voyer. Fait que je me suis dit, je vais faire quelque chose de spécial. J'ai invité Mme Asselin et Mme Priscilla Malenfant à vous faire une annonce pour le CIS de la Côte-Nord et ça me fait plaisir de les recevoir. Nancy a brièvement mentionné tout à l'heure. Demain, il va y avoir un communiqué de presse qui va sortir. Le CIS de la Côte-Nord a fait l'acquisition d'une nouvelle technologie en soins à domicile. Un virage numérique majeur, ce que M. Voyer a parlé tout à l'heure, le CIS de la Côte-Nord va le faire maintenant. J'ai reçu un appel. Priscilla m'appelle avec l'équipe à Michel Rioux et Michel. Il est là-bas, Michel. Michel. On m'appelle et on me dit « Madame Asselin, on a peut-être une opportunité, mais il faut y aller vite. On a une fenêtre qui est ouverte, puis elle ne sera pas ouverte longtemps. » Je dis « Go, on y va. » Priscilla, je te laisse présenter l'équipe. L'outil technologique, c'est avec MediSolutions. Donc, ce que M. Girard va mentionner, écoutez attentivement parce que ça s'en vient chez nous. C'est maintenant chez nous. Priscilla, je te laisse. Merci beaucoup, Mme Asselin. Donc, je vous présente l'équipe qui ont travaillé, en fait, sur rendre ça possible, qui ont, dans les derniers mois, pas compté les heures, qui ont travaillé d'arrache-pied pour rendre ça possible. Donc, Manon Cody, José Otis, Isabelle Rioux, Coralie Bordua. On a des absents aussi avec Mme Caroline Gobeil qui n'est pas là, Enoch Cormier qui est absent aussi, ainsi que Geneviève Marchand qui est partie. Donc, le comité, en fait, qui ont tout préparé, qui ont vraiment analysé c'était quoi nos besoins au CIS de la Côte-Nord, du soutien à domicile jusqu'à l'hébergement pour tout le continuum. Et qui ont, en fait, bien cerné le besoin. On est parti en appel d'offres et puis
On va annoncer dans le communiqué de presse demain le partenariat avec Medi-Solutions. Donc, on aurait essayé aujourd'hui d'arranger ça avec en fait là, la présentation de Philippe Voyer qui conseille déjà Medi-Solutions et je ne pense pas qu'on aurait réussi à vouloir que ça tombe aussi bien. Les avantages, bien, je pense que vous allez les voir là, tout au long de la présentation, mais ça va vraiment changer la face de comment on donne les soins et comment on va être performant, qu'on va pouvoir faire vraiment plus pour nos résidents, autant du soutien à domicile que jusqu'à l'hébergement. Donc, je vous laisse avec M. Girard et Mme Cody pour la présentation et l'équipe qui a travaillé sur le projet. On vous remercie de tout notre cœur. Sans votre dévouement, ce genre de projet-là ne serait jamais possible. Ça prend des gens dévoués pour arriver à faire de grandes choses dans le réseau de la santé. Bravo et merci. Merci à l'équipe. On va être le premier en province à déployer un tel outil. Je veux juste dire une chose pour les gens du 6 de la Côte-Nord. C'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas faire de grandes choses. Merci. Bon, moi j'ai été meilleure qu'Annick et M. Voyer, j'ai eu mon ovation avant et pas après. Non, c'est des blagues. Ça fonctionne-tu? Oh! Je peux reculer, j'imagine? Je suis allée trop vite. Bon, ça c'était un peu le stress. Juste pour rajouter, j'ai travaillé avec l'équipe sur l'outil technologique. Moi, j'ai rien du tout à... J'ai juste supporté l'équipe, je les ai dirigés, mais ça a été une équipe en or. Et sérieusement, on a travaillé en équipe multidirection. Ça a été parfait avec l'informatique, SAPA, SAD, CHSLD. Quand on dit qu'on peut être intégré, je pense que ce qu'on a travaillé comme outil, ben, il va le démontrer. Puis on l'a travaillé vraiment en équipe. Ça a été vraiment génial. Et je suis contente qu'aujourd'hui, on puisse vous le présenter. C'était pas un objectif quand on avait commencé, mais comme Priscilla a dit, ça ne pouvait pas aussi bien tomber. Ma présentation, c'est vraiment l'intégration des outils technologiques au profit des aînés. On va vraiment faire un survol parce que finalement, au départ, je pensais qu'il n'y en avait pas tant que ça, puis que j'allais manquer de matière, mais au contraire, j'aurais pu vous en parler toute l'après-midi. On va se faire une brève introduction, puis je vais vous parler de la technologie au service des résidents en SAD, mais aussi en hébergement. Quand on dit hébergement, évidemment, ça touche aussi nos résidences intermédiaires et nos RTF, il ne faut pas les oublier. On a souvent dit CHSLD, mais ça englobe vraiment RI-RTF. On va aussi faire la dernière partie au niveau de la technologie au profit du personnel soignant. Et on a la chance d'avoir Steve avec nous qui va venir nous présenter l'outil pour la finale de la présentation. Il y a eu un sondage qui a été fait par le réseau d'excellence, un réseau d'excellence financé par le gouvernement fédéral en 2019, où ils ont été questionnés 2000 personnes âgées. Ils l'ont fait en 2 groupes, de 50 ans à 64 ans et les 65 ans et plus. Ils voulaient aller voir si nos personnes aînées étaient connectées. Le 3/4 qui ont été questionnés des 65 ans et plus sont connectés, ont des tablettes, des cellulaires et c'est des gens qui utilisent les diverses technologies. C'est quand même assez impressionnant parce que on ne pense pas que nos personnes aînées sont connectées, mais ils le sont. Donc, ça va nous aider pour le futur. De plus, nos personnes âgées nous disent qu'ils ont un intérêt à utiliser les technologies pour rester en bonne santé. Ils veulent s'engager, puis ce qu'ils veulent le plus aussi, bien, c'est vivre de manière autonome aussi longtemps que possible. Dans le sondage, on a 7 sur 10 des répondants qui, pour eux, la technologie peuvent les aider à réduire l'isolement social, les aider à demeurer actifs, puis aider à gérer leur santé. Fait que c'est quand même des données qui parlent, qui sont importantes. De plus, 80% des répondants sont convaincus que la technologie peut les aider à rester chez elles, en sécurité, de façon indépendante.
Tantôt, on a parlé de sécurité. Donc, nos personnes aînées sont convaincues que la technologie peut les aider à rester à la maison. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2011, l'OMS nous dit que le recours aux technologies pour appuyer la réalisation des objectifs en matière de santé pourrait transformer la prestation des services de santé dans le monde entier. Donc, tantôt, ce que M. Voyer nous a dit, on le voit dans d'autres pays, c'est à nous à poursuivre, à développer. Les outils sont là, les outils existent. Il faut les utiliser au profit de nos aînés, c'est important. Le télémonitorage a démontré dans les études qu'on peut réaliser des économies annuelles d'environ 1 507 $ par patient. C'est qui est quand même important. Tantôt, on parlait de si on fait une visite de moins, on est capable de voir 10 usagers de plus. Mais là aussi, avec le télémonitorage, on est capable d'aller chercher des coûts. Donc, avec les sous qu'on peut avoir, des fois, peut-être qu'on pourrait ajouter du personnel. Je dis peut-être. Selon le besoin. Au niveau du soutien à domicile, les enjeux de vieillir à la maison, tout le monde les connaît. Sécurité, mobilité et la socialisation. La socialisation est super importante pour garder le moral pour nos personnes aînées. On le sait qu'avec la pandémie, ça a été difficile. On a vu l'isolement, donc on a aussi vu du déconditionnement. Ce qui a aidé avec la pandémie, c'est qu'on a commencé à faire vivre aussi la technologie qu'on n'utilisait pas auparavant. Je m'excuse, ma présentation est... La clé pour vieillir chez soi, je pense qu'on en a parlé. Je pense que vous connaissez déjà la réponse, la technologie. La technologie va permettre de garder l'autonomie de la personne âgée. M. Voyer en a parlé tantôt. Mais va aussi aider, permettre de ne pas faire à la place d'eux. J'ai pas trouvé d'image qui montrait un aîné qui parlait. J'étais allée chercher un enfant. Je pense que la plupart d'entre vous ont des enfants ou ont déjà eu à gérer des enfants. Un enfant qui essaye de zipper son manteau quand il vient de l'apprendre. C'est-tu long quand on est pressé puis qu'il faut aller travailler? Puis que là, tu dis à ton enfant, « Viens, 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 je vais le faire à ta place. » Non, laisse-moi faire. Pourquoi? Parce que l'enfant est en train de prendre son autonomie. Et on fait la même chose avec nos aînés. On veut faire à leur place. Pourquoi? Parce que c'est trop long. Parce qu'on manque de temps. Mais il faut les laisser faire, prendre le temps. Pourquoi? Pour garder leur autonomie. Si on le fait toujours à leur place, il va y avoir évidemment un aîné qui va se déconditionner. On a déjà eu en hospitalisation une personne âgée, peut-être 75 ans. La famille ne pouvait plus l'avoir à la maison. On ne peut plus la garder, elle est rendue trop lourde, c'est épouvantable, il faut tout faire à sa place et tout ça. La personne aînée est arrivée à l'hôpital. Elle est hospitalisée pendant quelques semaines et à un moment donné, l'équipe nous ont dit, bien, la madame, elle se lève. La madame, elle mange tout seule. La madame est capable d'aller à la salle de bain. Elle a sa marchette, ça fonctionne super bien. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est arrivée déconditionnée? Fait que là, on est allé questionner les filles au SAD. Là, l'infirmière qui était là, elle nous disait, oui, mais c'est parce que c'est la famille qui faisait tout à la place de la madame. Cette famille-là ont voulu bien faire parce qu'ils disaient, on est tellement reconnaissant pour notre mère qui a toujours fait pour nous, qui a toujours été là, qui s'est occupée de nos enfants. Fait que là, ils voulaient redonner ce que la madame avait donné, mais au final, ils ne l'ont pas aidé, ils lui ont nui. Elle a été hospitalisée pendant quelques semaines, quelques mois, mais elle a pu regagner le domicile. Ça a été super intéressant, puis c'est gagnant. Fait que de garder la mobilité, puis de permettre aux aînés de prendre le temps, de continuer à faire leurs activités,
c'est une des clés aussi. Donc, la technologie va venir nous aider. J'ai trouvé une petite vidéo de l'Université de Sherbrooke où on a certaines, justement, technologies qui nous aident à domicile. Est-ce qu'on peut partager la vidéo? Rester à la maison le plus longtemps possible, c'est le souhait de la majorité des aînés du Québec. Et si les technologies pouvaient contribuer à bien vieillir chez soi? À la manière d'un appartement intelligent, le laboratoire interdisciplinaire Domus vise le maintien à domicile de personnes ayant des incapacités, dont les personnes âgées. On utilise un ensemble de capteurs qui sont en général sans fil, donc c'est des appareils qui sont connectés. Ces capteurs-là, par exemple, un capteur de pression sur le lit, un détecteur de mouvement en contact sur les portes, vont se déclencher, on va recevoir l'information, on va analyser. Donc, ça nous donne de l'information qui est d'une interaction directement avec la personne. On veut travailler en prévention. Ce qu'on veut pas, on ne veut pas faire à la place des personnes, on veut que ce soit elles qui fassent. On veut qu'elles utilisent leur capacité cognitive parce que c'est important, ça leur permet de rester justement plus longtemps à domicile, ça leur permet de les préserver. On est capable de récupérer l'ensemble des données qu'on va pouvoir exploiter après pour créer les services à valeur ajoutée pour assister les gens, mais aussi pour communiquer les informations à la communauté entourant ces individus-là. On a aussi un ensemble de projets où on utilise des technologies émergentes, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, réalité mixte, où on a des casques avec des visières qui projettent de l'information et qui vont nous permettre d'interagir contextuellement avec l'appartement, avec les appareils. On va pouvoir, d'une certaine façon, effacer, se débarrasser des appareils qu'on a actuellement, comme les interfaces tactiles et autres. Et ces genres de technologies-là vont pouvoir assister les gens en tout temps, pas juste dans leur domicile, mais également à l'extérieur. On a fait une rencontre avec une trentaine d'aînés pour essayer de voir avec eux, mais quels sont les défis pour mieux vieillir chez soi. Et de façon fort intéressante, les aînés qui étaient là, qui ont participé à l'atelier, nous ont dit, bien, la meilleure façon, si on veut rester chez soi, il faut pouvoir sortir de chez soi. L'idée initiale de Mobile Aîné, c'était de favoriser la mobilité des aînés à Sherbrooke, de sorte à ce qu'ils puissent rester plus longtemps chez eux. Accessible sur tablette, téléphone, ordinateur, Mobile Aîné réunit en un seul endroit toutes les options de déplacement à Sherbrooke en tenant compte des besoins des aînés. Il y a tout un algorithme multicritère pour trouver le chemin, le trajet le plus adapté à une personne dans un contexte X. Si on trouve des bancs dans le chemin, ce serait bien là où ils peuvent se reposer. Les toilettes. La partie la plus importante de cela, c'est la partie littératie numérique. On essaye de simplifier l'interface pour les personnes âgées. On a fait beaucoup de recherches aussi autour de tout ce qui est la technologie age-friendly, donc les applications qui répondent à un certain nombre de critères d'utilisabilité. Donc, la grosseur des caractères, la façon dont on évite qu'il y ait de la surcharge cognitive. Bon nombre d'aînés sont cependant moins à l'aise avec l'informatique et vivent une forme d'exclusion numérique. C'est là que le projet d'accompagnement techno, mené par le réseau d'échange de services La Corderie, entre en jeu. Au printemps 2020, là, quand la crise de la COVID est arrivée puis qu'on a demandé aux aînés de rester à la maison, on a eu l'idée de faire un projet de mobilisation des membres de la Corderie pour qu'ils donnent un soutien personnalisé à des aînés dans la perspective, entre autres, qu'ils apprennent des logiciels de visioconférence. Ça leur permettait aussi d'être en contact avec leur famille, de pouvoir voir leurs petits-enfants, de voir leurs enfants, malgré le fait qu'ils étaient à la maison. Donc, je pense que ça a permis de garder une meilleure santé mentale pour les participants, de garder un certain contact avec leur réseau qui est vraiment très riche pour eux, pour leur soutien à domicile. Parce qu'on sait que plus on reste en contact avec les activités significatives, bien, ça a un impact sur la santé, sur le sentiment d'appartenance, sur le sentiment d'inclusion sociale, de ne pas se sentir isolé. Et surtout dans une perspective d'avoir des communautés bienveillantes. On veut que ce soit la technologie qui soit au service de la communauté et non l'inverse. C'est plus que la technologie, c'est rendre au service à la société maintenant, c'est pas demain. Donc, vous voyez, c'est un petit exemple. On fait vraiment des belles choses au Québec. Moi, j'ai beaucoup aimé la petite lumière qui est tout simple. Maintenant, on peut en commander sur Amazon. On peut commander ça un peu n'importe où. C'est sûr que là, elle n'est pas connectée si on la jette, là, mais la lumière va s'allumer quand notre personne qui fait de l'Alzheimer fait de l'errance la nuit pour pouvoir l'amener à la salle de bain.
Fait que c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement dispendieux, mais qui va aider nos personnes aînées à rester à domicile. Il y a aussi, existe comme des haut-parleurs qui peuvent parler pour réorienter la personne dans son logement. L'objet connecté, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Facilite la communication par des dispositifs de suivi à distance, assiste les aînés au quotidien, le rappel de médicaments, on l'a vu tantôt. Il y a aussi des capteurs de chute qui existent. Si la personne chute, on va être capable d'aviser l'assistance. Permet un meilleur suivi dans l'état de santé. On l'a vu tantôt, la balance intelligente. Incite à la pratique d'activité physique. Facilite la communication avec les autres générations. Ça aussi, on l'a vu avec la pandémie, l'arrivée des iPads qui est venue nous aider puis pouvoir parler à nos proches. L'activité physique, qui n'a pas ou qui connaît pas quelqu'un qui a une montre, une Fitbit ou une Apple Watch ou peu importe, puis des fois, elle va même nous dire c'est le temps de respirer là, parce que ça fait longtemps que tu n'as pas assez respiré, tu es stressé, respire. Fait c'est tous des outils qui peuvent venir aider notre personne âgée à rester à domicile. Prochaine vidéo, je sais pas, moi je suis tombée en amour avec, je sais pas comment il coûte, là. Je sais pas si on en fait au Québec, j'ai pas eu le temps de pousser la recherche, mais le robot compagnon. Il est vraiment génial. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu le vidéo. Il y en a 2 sortes. J'ai pas trouvé de vidéo québécois, malheureusement. Fait que ça va être un vidéo français, mais c'est pas grave. C'est juste pour... Aujourd'hui, c'est un peu pour essayer de vous amener ailleurs. C'est sûr que j'ai rencontré mon équipe tantôt. Je leur ai dit, écoutez pas tout ce qu'on dit aujourd'hui. On peut pas tout vous le payer. Mais on va pouvoir faire des petits pas. Mais aujourd'hui, la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment pour nous amener ailleurs, puis voir le futur où on va pouvoir aller. Donc, on pourrait partir le petit vidéo pour notre ami robot. Anthony Morel est avec nous, il n'est pas venu seul. Il est avec Buddy. Bonjour mon cher Buddy. Bonjour Jean-Jacques. Oui, Buddy. Mais qu'est-ce que c'est que ce Buddy? Alors, si vous êtes sur MC Découverte, vous pouvez regarder... Enfin, vous pouvez... Voilà. Regardez Buddy. Oui, c'est Anthony Morel qui est là avec sa tablette. Ouais, je suis en train de le piloter. En fait, ce Buddy, c'est un petit robot qui est un compagnon pour les personnes âgées. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un robot d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il va se balader dans votre maison comme un animal de compagnie et il va vivre sa vie. Alors là, on voit ma tête à l'intérieur, mais on va changer, on va mettre la vraie tête de Buddy. Est-ce qu'on voit la tête de Buddy là? Oui, on voit la tête de Buddy. On voit la tête de Buddy, il est tout mignon, vous avez vu? Ah oui. Voilà, il a une petite tête, on dirait un personnage de dessin animé. C'est un mélange entre R2D2 et Wall-E. Et donc c'est un petit robot monté sur roulette qui va se balader chez vous et qui va, surveiller, veiller sur les personnes âgées. Par exemple, en ce moment, il fait très chaud, eh bien, il va le savoir, il y a des petits capteurs thermiques à l'intérieur, il va dire à la personne âgée plusieurs fois par jour qu'il faut boire un verre d'eau, par exemple. Si la personne âgée chute, il va s'en rendre compte, il va savoir qu'il y a une chute et il va pouvoir prévenir les secours, il va pouvoir détecter une fuite de gaz, une fuite d'eau, un début d'incendie, il va pouvoir alerter la famille et débuter une discussion avec la famille, par exemple. Il est directement connecté avec la NSA, je crois aussi. Voilà, directement, évidemment, il est surveillé par la NSA, mais comme tout le reste, évidemment. Non, mais la famille, par exemple, moi je suis à 500 km et j'ai ma petite tablette tactile, je vais pouvoir regarder, voir par les yeux du robot et voir qu'il y a un problème à la maison et je vais pouvoir entamer la discussion. Alors, mamie, t'es tombée, etc., etc. Ces robots d'assistance révolutionnent l'aide à domicile. D'ailleurs, les Français sont très forts, encore un domaine où on est très fort. Absolument. Et la France fait un tabac au Japon. Alors, ça, c'est quand même un comble. On ne le sait pas, mais non. Parce que je ne vois pas pourquoi, mais les politiques oublient ça. Ils devraient s'intéresser à ça. C'est bien pour ça qu'on vous le dit. Ce petit robot-là, il est français. C'est une entreprise qui s'appelle Blue Frog Robotics. Et effectivement, il y a un autre robot qui vient de sortir au Japon qui s'appelle le Pepper. Alors lui, sa particularité, c'est qu'il est capable d'analyser vos émotions. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte en analysant les traits de votre visage et le ton de votre voix, Jean-Jacques, que vous êtes un petit peu triste, par exemple. Alors il va vous... Je vois pas l'utilité. Eh bien si, il va se mettre à vous chanter une petite chanson, vous raconter une petite blague, il va se mettre à discuter avec vous, Jean-Jacques. Mais si, bien sûr. Il va faire un peu votre truc. Non mais, quand Jean-Jacques a un coup de mou, le robot sera bougez-vous, Jean-Jacques. Mais vraiment, au-delà du gadget, au-delà du jouet, ces robots d'accompagnement, c'est une vraie question de santé publique. C'est-à-dire que ça va permettre aux personnes âgées de vivre plus longtemps chez elles, de ne pas aller en maison de retraite ou à l'hôpital, par exemple. Il y a un vrai enjeu derrière tout ça. Voilà. Alors nous avons... Bon, c'est un peu pour vous faire rire. Steve, si vous faites des robots, moi, je vais en prendre un qui fait la cuisine. Je vais le réserver tout de suite. J'ai assez hâte que ça existe. Je n'aurai plus besoin de faire de cuisine.
Au niveau du CHSLD, là, c'est sûr que la technologie qu'on peut voir qui va nous aider au CHSLD, il y a aussi certaines technologies qui vont nous aider au soutien à domicile. Le premier outil que je voulais vous présenter, c'est mon ami Lapin. On a un résident où je travaille qui a été admis en CHSLD pour des problèmes de comportement. Monsieur habitait en résidence intermédiaire. Le soir, la nuit, il criait, il hurlait toujours après sa femme. Sa femme n'était pas là, évidemment, le soir ni la nuit. Et le personnel se pouvait plus, donc c'est pas juste pour ça, mais il a été admis en CHSLD. Quand il a été admis en CHSLD, c'est ce qu'on nous a dit, vous allez voir, le soir, la nuit, c'est infernal. On était quasiment rendu à lui donner de la médication. Chose à ne pas faire. Et on avait des sous pour notre budget loisir, donc on est allé faire du magasinage, puis on a tombé sur un lapin, évidemment qui était destiné aux enfants, mais je pense que ça existe pour les personnes aînées aussi. Et le petit bidule que vous voyez en haut, c'est un enregistreur. Donc, quand on a vu le lapin, on a dit c'est génial, on achète le lapin. La conjointe va pouvoir enregistrer son message et on a juste à appuyer sur le toutou lapin. Et la conjointe lui dit « Mon amour, je vais venir te voir tantôt, je t'aime. » Et sérieusement, le toutou a coûté peut-être une trentaine de dollars et ça a fonctionné. Ça a apaisé notre monsieur. Le personnel soignant rentrait dans la chambre quand il cherchait après sa femme. Ginette, c'est ça, Ginette? Ginette. Puis, ça le calmait. Fait que, des fois, on pense outils technologiques, c'est cher, c'est hors de prix. On ne peut pas se payer ça, mais c'est des petits outils, des fois, détails qui ne coûtent pas cher, qui peuvent nous aider. C'est vraiment intéressant. Le iPad, évidemment, l'iPad est apparu avec la pandémie. C'est sûr que, même si on a des iPads, il faut quand même encourager nos proches aidants à venir visiter nos résidents parce qu'on ne peut pas remplacer non plus, à part si on a le robot body, là. Mais le face-à-face ou les interactions humaines, c'est quand même important. Mais le iPad, pour nos proches aidants qui demeurent à l'extérieur ou qui n'ont pas le temps de venir visiter régulièrement leurs proches, il y a l'iPad qui peut nous aider et qui peut facilement nous amener des interactions avec notre proche aîné. L'autre technologie que je veux vous présenter, c'est un projecteur qui est vraiment intéressant, qui est un outil plus pour les activités, animation. Les filles, vous ne l'avez pas présenté, fait que je suis contente, je peux le présenter. Mais c'est un outil technologique qui vient aider pour l'animation. Encore là, tu sais, pour ceux qui ont entendu Annick, une fois parler à la radio, nous a dit on s'en va parquer nos personnes aînées en CHSLD. Puis c'est quand même vrai, des fois, encore là, de mon expérience personnelle, on a un monsieur en CHSLD qui a toute sa tête, puis un lundi, j'arrive, je vais le voir, je lui demande comment il va, ça va bien? Il me dit, j'ai assez hâte à mercredi. Mais mercredi, là, on faisait juste un barbecue. Mais le monsieur passe ses journées à la cuisine, assis à la table, à attendre qu'il y ait quelque chose d'intéressant pour lui. Fait que c'est sûr que les loisirs, l'animation est super importante. Puis ce projecteur-là est un outil qui peut venir aider aussi nos gens qui sont déments ou qui peuvent faire de l'errance la nuit. C'est pas quelque chose qui fait du bruit. Est-ce qu'on peut présenter le petit vidéo? Il faut balayer les feuilles avec votre main. C'est un exercice tout nouveau pour les résidents de cet établissement. Balayer sur la table des feuilles numériques projetées par un appareil installé il y a 3 semaines dans l'unité protégée de l'EHPAD. C'est amusant. C'est intéressant même. Très intéressant. Mais il faut le dire, comment vous avez trouvé ça? Cette invention. Qu'est-ce qui vous amuse là-dedans? Les couleurs. Eh oui, pourquoi pas. Conçue par une entreprise hollandaise, la Tover Tafel, en français table magique, propose 20 jeux conçus pour faire travailler les résidents.
Dans cette unité, certains sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Les exercices sont donc adaptés à leurs troubles cognitifs. On en a certains qui vont spontanément utiliser et puis aller sur la table pour appuyer. D'autres, il faut les stimuler. Et on en a certains, en tout cas, qui sont à la base très angoissés, ça leur permet de se détendre. Regardez, il faut lui donner des graines, il va venir. Après 3 semaines d'expérimentation, les progrès sont déjà là. Au-delà de l'exercice physique, l'outil permet aussi de créer du lien social. Ils peuvent interagir entre eux avec la table magique, ils peuvent communiquer avec les aides-soignants, ils peuvent communiquer aussi et surtout avec leur famille. C'est-à-dire que plutôt que de rester centrés sur des fois des conversations qui reviennent en boucle, qui sont dues en partie à la pathologie d'Alzheimer, ils peuvent communiquer sur les couleurs, sur les sons, sur le toucher. Donc ça, c'est très très important pour nous. Objectif dans quelques semaines, que les résidents réussissent à utiliser tout seuls cette table magique. C'est quand même intéressant, hein? Un petit peu plus dispendieux que mon toutou, par contre. La réalité virtuelle. Avez-vous déjà entendu parler de la réalité virtuelle? Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était un collègue au 6. Je me suis dit, ben voyons donc, il est rendu où, lui, avec sa réalité virtuelle? Il nous parlait de faire des rencontres d'équipe autour d'un feu de camp. Puis, mais sérieusement, quand on l'a pas vu, quand on sait pas c'est quoi, on pense que c'est quelque chose qui a pas d'allure. Mais la réalité virtuelle est vraiment intéressante. Encore là, j'ai une vidéo. J'ai beaucoup de vidéos parce que je pouvais pas rien vous montrer visuellement. Fait que je suis allée chercher des vidéos parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que je vais vous laisser voir par vous-même la réalité virtuelle, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Oui. Ça va, vous êtes prêts? Ces aînés vont mettre un casque de réalité virtuelle pour la première fois. On arrive à quelque chose? Oui, ça va. Tout le monde sera plongé dans une scène de la vie quotidienne. Je veux retrouver ma fille, je peux pas aller dans un centre. Tu dis ça, mais s'il fallait que tu tombes dans les marches. J'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'on voit tout l'ensemble de l'action. Puis je trouve ça indiscret un peu, mais quand même, on est là dans le champ. J'ai déjà averti ton propriétaire que tu revenais pas. J'ai donné ton frigo à Nick puis ton divan à Ludo. On est très proche de l'action. Puis ça nous invite à intervenir. On veut sensibiliser ces aînés à des comportements qu'ils peuvent subir, mais aussi ouvrir les yeux de leur entourage. L'âgisme, là, c'est tellement subtil que beaucoup de gens le font. Il y a tout ce qu'il faut pour toi là-bas. Tu vas être bien. La fille qui dit à son père, « Ben non, tu vas être mieux. » En quoi qu'elle sait, elle, que son père va être mieux. Tu peux pas savoir le bien-être de l'autre quand t'es pas dans sa peau, là. Des gens qui vont être malveillants ou maltraitants sans nécessairement avoir de mauvaises intentions dans leur tête, parce que dans leur perception, ils font les bonnes choses. Il y a des gens aussi qui restent muets autour, qui n'interviennent pas. On a bâti 3 scénarios qui étaient le plus collés possible à la réalité des personnes âgées. Donc, on voulait qu'elles se reconnaissent. Écoute-tu quand je parle? Les microbes, elles reviennent dehors. Tu trouves pas que t'exagères un peu? Je trouve que son attitude est négative par rapport à la réalité. Le réalisme de ces histoires en 3 dimensions a suscité des réactions très émotives. Les seuls, ça vient de changer. On le voit souvent. Malheureusement, ça se passe dans tous les milieux. Comme personne âgée, on a peur qu'ils nous oublient, on a peur qu'ils décident pour nous autres. Vous avez un peu le vertige, est-ce que les autres, ça a bien été? Une des forces qu'on a avec la réalité virtuelle, c'est qu'on peut se déplacer facilement, aller animer dans toutes sortes de lieux. Et ça serait même de l'agisme de ne pas leur offrir, alors que tous les autres publics sont conviés à essayer la réalité virtuelle pour vivre une expérience autrement. Les ateliers 360 sont parrainés par des chercheurs de l'Université de Sherbrooke. On souhaite les offrir un peu partout au Québec et pas seulement dans les résidences pour personnes âgées. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal. En fait, c'était pas cette vidéo-là que je voulais vous présenter en premier, c'était le deuxième, mais c'est pas grave. Lui, je voulais vous faire vivre un peu l'expérience virtuelle. On peut s'en servir pas juste pour du loisir, mais aussi pour faire l'éducation. Puis, comme le sujet maltraitance, bien aujourd'hui, on parle beaucoup plus de bientraitance. Je trouvais que c'était un sujet qui était d'actualité aussi avec le colloque. Donc, je voulais vous partager cet extrait-là où on voit des personnes aînées, justement, qui ne veulent pas qu'on choisisse à leur place. Puis
Puis ça, c'est important de toujours... Tantôt, Annick, elle disait sa photo de sa mère, mais je pense qu'il faudrait aussi se mettre ne pas choisir à la place, qui est super important, qu'on essaye de souvent faire, puis pas parce que c'est malveillant, mais parce qu'on veut les garder en sécurité. Fait qu'on pourrait présenter l'autre petite vidéo qui dure... On l'a pas? On voyait de la plage. Mais ce qui est intéressant, dans le fond, je m'excuse, avec la réalité virtuelle, c'est qu'on peut... Une personne âgée qui aurait toujours voulu aller visiter l'Italie, bien, on peut l'amener en Italie avec la réalité virtuelle. Aller à la plage. Puis les personnes aînées qui ont essayé la réalité virtuelle disent qu'ils sentent quasiment l'odeur de la mer. Donc, ça vient vraiment apaiser nos aînés et vraiment d'y aller avec leur choix de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils veulent voir. Puis ce qui est intéressant, c'est que, justement, il y a peu de frais parce qu'on n'a pas besoin d'amener la personne à la plage ou d'amener la personne en Italie parce qu'on n'est pas capable ou on n'a pas les moyens. Donc, on apporte l'Italie à notre proche. Au niveau du personnel soignant, là, c'est sûr que c'est une petite partie qui ne durera pas si longtemps. Mais je veux quand même... Ce que je disais en début, c'est les outils technologiques qui viennent nous aider. Des fois, on pense que c'est des gros outils, mais au final, non, c'est des petits outils qui viennent nous aider dans notre quotidien à tous les jours, qui nous permet de sauver du temps, qui nous permet de sécuriser les soins qu'on donne aux patients. Tantôt, on a dit que depuis 2004, je suis infirmière. Quand j'ai commencé comme infirmière, au niveau de la médication, ça prenait du temps à préparer. On avait plusieurs usagers, une dizaine d'usagers qui a à peu près entre 6 et 10 médications. Donc, l'infirmière devait se déplacer, ouvrir ses petits gobelets à médication, la préparer, la double vérifier avec la FADM. On avait aussi des petites cartes fiches. Ça finissait pas. Il fallait les mettre dans les petits gobelets, il fallait reconnaître les pilules. C'était long. Et peut-être vers 2012, 2010, est arrivée notre médication en sachet. Les nouvelles générations, ils ne connaîtront pas ça, eux, préparer la médication. Mais la médication en sachet est venue changer notre vie parce qu'on a peut-être sauvé 45 minutes, 1 heure le matin, où maintenant la médication arrive au nom de l'usager, où toute sa médication est déjà prête pour 8 heures le matin, ce qui vient vraiment nous aider. Donc, il ne faut pas avoir peur des outils technologiques. L'outil technologique ne viendra jamais enlever l'évaluation d'une infirmière, ne viendra jamais enlever le soin ou le temps de qualité qu'on passe avec un aîné. Il n'y aura pas de robot là, qui va nous remplacer. Il faut vraiment être ouvert aux technologies, parce que les technologies vont venir nous aider, ce qui va nous permettre de passer plus de temps auprès de l'aîné, mais plus de temps de qualité. Donc, ne pas avoir peur de la technologie, même si ça peut, des fois, faire peur. Aussi, quand j'ai commencé comme infirmière, c'est sûr que ça existe encore aujourd'hui, pour prendre une pression artérielle, il fallait le prendre de façon manuelle. Il fallait écouter avec les oreilles. C'était un petit peu plus long. C'était aussi un petit peu plus stressant parce qu'on avait peur de manquer le bruit. On a su bien écouter. Et je suis pas sûre que j'ai entendu quelque chose. Et est venu nous sauver notre petit robot à nous, qu'on pourrait dire. Et encore là, est venu nous libérer un peu de temps. Je me souviens, j'étais étudiante 3e année. On n'avait pas le droit d'utiliser ça. Il fallait toujours prendre nos pressions manuelles. Quand notre dernier stage, on avait le droit de prendre notre robot. Mais là, le robot, il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait peut-être 30 usagers sur l'étage. Puis là c'était le combat, ou pas le combat, là, mais un peu la compétition de qui va pouvoir prendre le robot pour aller prendre ses pressions.
Maintenant, ces machines-là, on en a, puis on n'en manque pas. Fait qu'éventuellement, la technologie va venir nous aider de plus en plus. C'est sûr qu'aujourd'hui, on trouve qu'on n'en a pas beaucoup, mais si on compare avec notre appareil, attention, dans quelques années, on devrait avoir assez d'outils techno pour supporter notre pratique. Puis, j'ai mis l'avenir, mais on le voit déjà. Les montres qui sont capables de prendre nos pressions. Monsieur Voyer l'a aussi montré dans sa présentation avec les outils techno. Mais encore là, la montre peut être connectée avec la personne aînée et recevoir la pression directement. Mais je l'ai quand même mis dans l'avenir là, parce que je trouvais qu'on n'était pas encore assez rendu loin là, pour la montre intelligente. La télémédecine, tantôt, je vous l'ai dit, ça nous aidait à gagner des sous. C'est sûr que ça nous aide à garder un milieu de soins sécuritaire pour les personnes âgées. Les erreurs de la prise de médication sont l'une des principales causes de maladies, de consultation à l'urgence. Donc, c'est sûr que la télémédecine va venir nous aider. Pour le traitement. Et je vous laisserai avec cette dernière question que vous allez pouvoir mijoter en retournant à la maison tout à l'heure après le petit cocktail. Quelles sont les prochaines innovations technologiques qui vont pouvoir venir aider nos personnes aînées? Fait que je vous laisse avec cette question-là et je donne la parole à mon ami Steve. Excellent, excellent. Choses qui vont basculer. Puis on fait juste play pour changer, c'est ça? Parfait. Ouais. Alors, bonjour tout le monde. Steve Girard. Aucun lien avec le comédien de M. Voyer là, qui a tout à l'heure fait la simulation avec l'assistant vocal. Écoutez, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis dans le réseau et très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais commencer par remercier la direction générale. Alors, je pense qu'on va vivre une belle expérience. Ça ne sera pas facile, je vous le dis tout de suite. Mais on va s'y prendre de la bonne façon pour réaliser nécessairement ce changement. Mon objectif, nécessairement, c'est de créer une organisation du domicile jusqu'à l'hébergement qui va être complètement sans papier. On va revoir vos processus, on va bien prendre le temps de le faire, mais ce ne sera pas facile. On va avoir des décisions à prendre, vous allez être tous impliqués. Puis soyez rassurés que vous allez être impliqués du début à la fin. Puis on va commencer par faire des présentations dans les premières étapes. Actuellement, on travaille sur la gouvernance du projet et tout ça. Fait que vous allez être interpellés là, prochainement et vous allez tous avoir l'occasion d'avoir des présentations, d'assister à des démonstrations détaillées. Vous allez être impliqués là, dans les décisions, dans les processus qu'on va mettre en place. Mais on va vous faire vivre un changement. Mais je vous le dis encore, ce ne sera pas facile. Puis j'ai vu plusieurs personnes s'engager dans les présentations toute la journée. Fait que je m'engage, et je ne sais pas si je suis enregistré, mais vous êtes tous témoins, à atteindre un niveau de satisfaction de plus de 80% par rapport à l'ensemble des professionnels dont vous représentez. Okay? Donc, c'est très réalisable, on l'a vécu depuis plusieurs années. Puis, nécessairement, pour réaliser un projet comme ça, bien, il faut réunir des conditions gagnantes. Puis tantôt, très heureux d'en voir une. Vous avez applaudi la décision qui a été prise. Donc déjà, on voit que c'est un signe qui est important et qui est essentiel dans un changement comme ça. C'est que vous êtes une région, on le voit, on le sent, une région mobilisée par ce changement. Donc bravo à tous. Et je vais prendre 30 minutes seulement pour vous expliquer un petit peu les différents éléments qui vont être clés derrière ce projet. Fait qu'écoutez, je suis celui qui a conçu le projet, Simo, qui a amené l'organisation à investir pour créer tout cet écosystème numérique, le cœur pour lequel on va vraiment mettre en place un dossier de l'usager, un dossier de soins complètement informatisé. Puis on va vous expliquer vraiment là, toute la portée du projet là, des soins à domicile et jusqu'à l'hébergement là, qui a été de toute façon introduit un peu plus tôt aujourd'hui. Un des éléments clés qui est important, c'est que ça prend une organisation qui vous supporte. Je pense que ça, c'est la clé. Ça prend une organisation qui est là pour rester.
Donc, je vous présente notre organisation. Alors, notre organisation s'appelle Constellation Software, la plus grande des divisions, alors qu'il est une société qui est cotée en bourse. C'est une société qui est canadienne, bien important de le comprendre. Et Harris est la plus importante des divisions de l'organisation. Pour vous donner une idée, là, alors, on réalise beaucoup d'acquisitions, on a une grande équipe, on est plus de 25 000 employés. Et on a toujours démontré une profitabilité puis une croissance soutenue, fait qu'on est une organisation qui est là pour rester. Peut-être une statistique fort importante, dans les 800 acquisitions qu'on a réalisées à ce jour, aucune n'a été revendue. Donc, quand on fait une acquisition d'une organisation, c'est pour la conserver. Pour vous parler un peu plus proche de nous, alors au Québec, on est 7 divisions maintenant. Vous en reconnaissez probablement certaines, dont une qui est très impliquée dans le secteur public, qui est Médisolutions. On a aussi, en 2011, fait l'acquisition d'une compagnie qui est OPEM, qui est plus du côté de l'immobilier, les résidences de personnes âgées, les ressources intermédiaires et ainsi que les CHSLD privés. Fait que nécessairement, OPEM a une mission dans le secteur de l'hébergement de façon importante. Donc, je suis rattaché à cette organisation depuis la création du projet en 2005. Nous aussi, on fait des acquisitions. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la compagnie Calicode Logiciels, sûrement, alors qui est plus au niveau des entreprises d'économie sociale et nécessairement présente du côté des auxiliaires ou ce qu'on appelle les ASSS. Alors, Calicode fait partie d'une acquisition qu'on a faite en juillet cette année. Alors, bien sûr, il va y avoir beaucoup de synergie avec cette organisation, mieux faire le lien avec l'entreprise d'économie sociale pour assurer une facturation appropriée des services rendus. Alors, c'est pour ces raisons, entre autres, que nous avons fait l'acquisition de la société. Alors, nécessairement, quand l'entreprise fait partie d'une stratégie importante d'acquisition, quand c'est complémentaire à ce qu'on fait, alors nécessairement, et que les propriétaires nécessairement sont intéressés de collaborer, alors souvent ça se traduit par une acquisition. Donc, Calicode fait partie d'une acquisition qui est stratégique pour nous et qui va nous permettre de mieux collaborer avec les ASSS, mieux collaborer avec les entreprises d'économie sociale. Donc, c'est une stratégie et Calicode va être mis nécessairement de l'avant-plan dans un tel projet. L'autre élément qui est important, donc, d'avoir un fournisseur qui est présent, qui est là pour rester également. Un autre des éléments, c'est l'expertise nécessairement de la plateforme ou son étendue. Donc, moi, ça fait depuis 16 ans qu'on a construit ce système d'information-là. C'est un système qui a été, bien sûr, largement expérimenté dans le réseau. Pour vous donner des statistiques, au niveau du soutien à domicile, ça fait plus de 16 ans qu'on expérimente la solution. Il y a eu d'ailleurs plusieurs études des HEC à Montréal qui ont démontré toute la pertinence de l'outil, tant au niveau de l'efficience que de la qualité nécessairement de la prestation de service. On a fait le virage en 2012 dans le secteur d'hébergement, compte tenu qu'il y avait un moratoire au niveau du secteur public et des projets informatiques. Et on a nécessairement étendu le projet à plus de 277 organisations dans le secteur de l'hébergement. Donc, dans ça, on a des résidences de personnes âgées sur le territoire ici. On a les bâtisseurs qui ont déployé le système. On a également la société Cogir qui a aussi une résidence sur le territoire. Fait qu'on a 277 organisations de ce type ou de ressources intermédiaires qui l'ont déployé. Et avec la reconfiguration du réseau, là, on est toujours présent dans 8 CCIUS depuis déjà plusieurs années. Et bien sûr, aujourd'hui, on va nécessairement déployer le projet sur votre territoire. Donc, vous avez d'autres statistiques importantes pour vous montrer que le projet a été largement expérimenté dans le réseau. On parle de plus de 16 000 professionnels qui utilisent au quotidien ce système d'information. Plus de 6 millions de visites à domicile pour vous donner là, une statistique pour laquelle ce que vous allez utiliser en soutien à domicile, là, ça a été largement expérimenté dans ce secteur d'activité-là. Ce qui est important de constater à travers ça, c'est qu'on est la seule plateforme québécoise qui a été à la fois expérimentée en soutien à domicile et dans le secteur de l'hébergement. Je vais vous parler d'un projet qu'on a réalisé en 2007. Ça fait longtemps de ce projet. Ce qui va être important également de se donner, c'est prendre conscience un petit peu de comment on travaille aujourd'hui. Donc, il va y avoir une étape importante où on va revoir vos processus de travail. Puis en 2007, il y avait un contexte qui était le suivant. Alors, bien entendu, puis c'est probablement le même constat aujourd'hui dans certains secteurs d'activité. En 2007, on voyait que les systèmes d'information clinique étaient désuets ou inexistants.
Alors, beaucoup de processus manuels, beaucoup de processus papier, beaucoup de formulaires, retranscription de saisie d'un côté comme de l'autre, autant en soutien à domicile qu'en CHSLD. Les besoins à ce moment-là, ils avaient regardé, avec la création des C3S, on comprenait également que les besoins des organisations avaient changé. En 2007, on parlait de contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, à Haut-Richelieu-Rouville, qui a été le premier établissement qu'on a déployé en soutien à domicile, était déjà dans un contexte de rareté de ressources ou de pénurie de main-d'œuvre comme tel. Fait qu'il se devait d'optimiser les activités cliniques et administratives pour être capable de gagner en efficience. Fait que c'était un des objectifs ou un contexte qui avait été observé dans ces 3S-là. Et également, il s'était donné un objectif qu'il fallait revoir le processus afin de les standardiser, d'harmoniser les soins, créer une organisation vraiment sans papier, mais nécessairement sans changer, et tout en assurant la qualité des services et l'accessibilité à l'information. Fait que c'était le contexte que l'établissement s'était donné. Les problématiques étaient probablement similaires à ce que vous vivez présentement. Il y avait beaucoup de temps indirect, alors beaucoup de notes au dossier ou de temps pour nécessairement saisir les notes au dossier comme telles. Les images que vous voyez sont peut-être plus rattachées aux années 60, mais bref, il y avait énormément de temps consacré à la planification des visites, à la mise à jour des cartes d'ex, à la préparation des sacs de fourniture et de nombreuses recherches au niveau des archives pour les informations cliniques, bien préparer les visites à domicile qui s'en viennent ou qu'on soit dans le secteur de l'hébergement et à de multiples retranscriptions de données sur différents formulaires. C'est pas compliqué, en soutien à domicile, on a recensé plus de 140 formulaires que vous devez compléter à des moments précis dans l'épisode de service. Et dans le secteur d'hébergement, c'est à peu près la même chose. Fait que, bien sûr, on sait que vous avez beaucoup de retranscriptions à ce niveau-là. Bien sûr, il va falloir qu'on se donne des objectifs à atteindre. Alors ça, je pense que c'est assez important. Alors, je vous résume les objectifs que le C3S avait à l'époque. Bien, nécessairement, c'est de mettre en place un outil informatique pour vous simplifier la vie, pour être capable nécessairement d'éliminer le plus possible le travail clérical ou les éléments plus administratifs. Quand on peut optimiser, bien, nécessairement, il faut le faire. Alors, un des objectifs était d'avoir la possibilité d'avoir un dossier pour être capable d'avoir une vue d'ensemble des profils de la clientèle, une vue d'ensemble sur leurs besoins, leurs interventions qui sont prioritaires, d'avoir des informations qui sont à jour, partageables à tous les professionnels et nécessairement accessibles en temps réel, d'assurer une amélioration de la qualité et de la continuité des services, de faciliter les communications entre les différents professionnels, puis de s'assurer d'une meilleure coordination dans les interventions qu'on a réalisées. C'était les objectifs qu'on voyait nécessairement à l'intérieur de cet établissement. Les autres, bien sûr, d'avoir un outil qui privilégie une approche globale pour l'intervenante, nécessairement de pouvoir maintenir les connaissances à jour. Donc, vous allez voir qu'à l'intérieur du système, il y a beaucoup d'éléments cliniques. Il y a nécessairement la notion d'un plan de soins qui va nous permettre de maintenir les connaissances à jour de tous les intervenants, de s'appuyer sur les bonnes pratiques, mais de ne jamais nécessairement ou de laisser toujours l'intervenant avoir nécessairement ou utiliser son jugement clinique en tout temps dans le processus. Puis les autres éléments qui ont été identifiés, c'est de maintenir l'intérêt au travail, de favoriser la rétention de personnel, d'encourager un apprentissage convivial, et aussi d'attirer la relève dans le secteur autant du soutien à domicile que de l'hébergement. Alors, bien sûr, on y est arrivé. Alors, il y a des bénéfices qui sont importants pour le personnel. Alors, toute l'information pertinente sur l'usager se retrouve dans un seul dossier, accessible en temps réel. C'est ce que vous allez nécessairement vivre au courant et ce que vous allez obtenir comme solution pour faciliter, bien sûr, les connaissances de l'usager, une continuité de service d'un intervenant à l'autre. Alors, ça va alléger le travail et réduire tout le travail administratif que vous avez nécessairement à compléter au quotidien. Puis la note va être consignée nécessairement dans le dossier jusqu'au chevet du patient. Donc, à domicile, vous allez avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir mieux prendre des décisions, compléter les notes au dossier qu'il faut. Alors, vous allez vraiment avoir un dossier complet jusqu'au domicile de l'usager.
Bien sûr, ce centre de santé-là a gagné plusieurs prix, dont un Grand Prix Innovation Clinique qu'on appelait le Grand Prix Innovation 3M, qui était organisé par l'Ordre des infirmières du Québec. Alors, bien sûr, dans ça, vous avez l'équipe qui avait commencé à déployer. Alors, on avait commencé par un petit secteur du soutien à domicile qui était tous les soins palliatifs à domicile. Alors, il y a eu tout un reportage, il y a eu nécessairement des constats qui ont été mesurés par les HEC, que vous pourrez prendre connaissance. Mais vous allez voir que le cœur, c'est la mise en place d'un plan de soins qui va vous permettre nécessairement d'automatiser tout le travail administratif là, qui en découle. Alors, si on regarde un peu les résultats de performance rapidement, vous avez le avant et après l'implantation. Alors, pour lequel là, vous avez nécessairement un nombre d'usagers, un nombre d'interventions qui a été nécessairement augmenté avec à même les effectifs. Fait que, grosso modo, au niveau de tous les sites qui ont déployé, on parle d'une moyenne là, qui se situe autour de 30 % de gain d'efficience. Certains C3S ont même atteint des niveaux de tout près de 40 à 45 % de gain d'efficience parce qu'on vient vraiment optimiser tout le travail clérical. On utilise les nouvelles technologies aussi pour pouvoir y arriver. Donc, en soutien à domicile, vous allez avoir un dossier aussi complètement informatisé pour l'usager jusqu'à l'hébergement. Bien sûr, ça va être la même plateforme qui va être utilisée. En soutien à domicile, vous allez avoir des fonctions qui vont être très spécifiques. À titre d'exemple, vous allez avoir la possibilité de gérer un horaire de façon très efficace, prévoir des absences, gérer une charge de travail, ce que vous appelez aussi un caseload. Vous allez pouvoir consulter les agendas, la planification des autres professionnels. On va vraiment amener un outil qui va être utilisé par tous vos professionnels, ergo, physio, infirmières, jusqu'à la collaboration avec l'entreprise d'économie sociale, l'ASSS qui va nécessairement être dans cette portée. Vous allez avoir un agenda pour l'usager, vous allez pouvoir gérer vos déplacements. Les ASSS vont pouvoir utiliser des routes optimales pour se déplacer sur le territoire. Vous allez avoir une information complète sur l'usager. Bien sûr, on va s'interfacer avec tous les systèmes qui vous entourent pour vous sauver également toute la réplication ou la duplication des informations. On va récupérer toutes les données nominatives à l'intérieur d'un index patient. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire, du moment où l'information est connue dans le système, vous allez pouvoir nécessairement y accéder. Si on regarde un peu les fonctions spécifiques du côté hébergement, vous allez avoir la notion d'un rapport interservice qui va éliminer tous vos cahiers de communication. Là, avec, dans le secteur de l'hébergement, on va créer une organisation complètement informatisée, sans papier. Vous allez pouvoir avoir plusieurs rapports également. Vous allez pouvoir extraire ce que vous voulez. Tous les outils, les formulaires qui doivent être conservés dans l'outil vont être informatisés. On va faire également une revue de processus autant du côté de l'hébergement que des soins à domicile. Fait que vous avez vraiment utilisé un seul système qui va nécessairement être paramétré pour bien répondre à l'ensemble des deux secteurs d'activité. Si on regarde un petit peu qu'est-ce que du côté de l'hébergement, on va même profiter de l'occasion dans certaines installations pour moderniser nécessairement tous les chariots de médicaments. Vous allez avoir la possibilité d'avoir le dossier au chevet. Vous avez des exemples tantôt qui ont été signalés par Manon, présentés par Manon. Donc, vous avez aussi, on va pouvoir récupérer l'information des signes vitaux qui vont nécessairement se transporter directement dans le dossier de l'usager. Alors, vous avez un exemple ici d'un appareil qui est utilisé. Au niveau des maisons des aînés, on sait que vous allez avoir, il y a eu un choix qui a été fait. Alors, l'intégration est déjà complétée. Là, donc, à partir du moment où je vais faire une lecture quelconque, l'information va s'inscrire dans le dossier de l'usager comme tel. Puis, au niveau des centres d'hébergement, on va aussi avoir des outils pour faciliter l'accès aux informations sur le résident. Alors, vous avez ici un appareil qui est un petit appareil comme un téléphone et pour lequel on a l'information sur l'usager, peu importe où on est situé dans la bâtisse comme telle, et pour lequel on va pouvoir voir les informations à réaliser au niveau des interventions, au niveau des activités. Ça peut être à une heure précise, mais l'idée, c'est vraiment là, de pouvoir réaliser le tout là, au moment où le résident ou l'usager est disponible et souhaite réaliser ces interventions.
On a tout à l'heure parlé de proximité. Alors, proximité est bien sûr intégrée au logiciel. C'est un système mobile qui nous permet vraiment de rester en contact avec l'entourage. C'est un processus qui est contrôlé par l'établissement. C'est vous qui allez décider qui on veut rejoindre au niveau de proximité. Bien sûr, ça prend le consentement de l'usager en question. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir même ajouter des tâches dans le plan de travail qui pourraient être assignées à un proche aidant et qui permet vraiment d'amener le proche aidant comme un acteur clé dans la démarche d'accompagnement de l'usager. Fait qu'autant en soutien à domicile que dans le secteur de l'hébergement, vous allez avoir la capacité de pouvoir rejoindre soit des membres de la famille, soit des proches aidants. Alors, c'est vous qui allez contrôler là, vraiment à partir du système. Donc, lorsque vous allez accueillir un résident, bien sûr, vous allez avoir une section où on va pouvoir compléter l'ensemble des personnes de l'entourage du résident comme tel. Et d'un simple clic, vous pourriez décider de dire « Ah, telle personne est un proche aidant important autour de M. Tremblay, à titre d'exemple. » Alors, c'est vous qui allez contrôler ce processus-là. Et à partir du moment où celui-ci est invité à rejoindre proximité, bien, vous allez pouvoir communiquer de façon bidirectionnelle avec celui-ci toute information qui serait pertinente de communiquer avec le proche. Vous pourrez regarder un reportage également. Alors, au niveau des CHSLD, autant le soutien à domicile qu'en CHSLD, on crée une organisation complètement sans papier. En 2019, il y a eu un CHSLD qui a fait état, pour lequel on a invité les principaux interlocuteurs à présenter un petit peu tout ce virage, tout ce qui a été mis en place comme outil. Alors, c'est une capsule qu'on pourra, bien entendu, vous faire circuler, si mieux comprendre un petit peu là, ce qu'on va faire au niveau des centres d'hébergement comme tel. Donc, si on résume les bénéfices du projet, bien sûr, ça va vous permettre des gains d'efficience qui vont vous permettre soit d'augmenter le volume nécessairement ou l'intensité de service tout en réduisant, bien sûr, considérablement les tâches cléricales. Ça va vous permettre d'améliorer la qualité de service et la qualité d'intervention nécessairement par des outils performants qui ont été testés, validés et utilisés par beaucoup d'autres professionnels dans la santé. Ça va vous permettre une meilleure planification des ressources requises. Alors, en fonction de la charge de travail, nécessairement, vous allez être en mesure, autant dans le secteur de l'hébergement que dans le secteur des soins à domicile, mieux planifier les ressources requises pour réaliser les interventions à réaliser. Bien sûr, ça va amener une collaboration interprofessionnelle. Alors, tous les professionnels, nécessairement, vont être impliqués. Donc, on va activer pour un usager pour se faire un plan de soins qui est interprofessionnel. Fait qu'ergo, physio, inhalo, lorsque c'est requis, là, vont avoir un rôle précis à l'intérieur du plan. Ça va harmoniser les pratiques, bien sûr, dans tous les territoires ou dans toutes les installations. Ça, c'est important de le comprendre. Fait qu'il y a des éléments qui vont être centralisés. En termes, peut-être pour vous donner quelques exemples, on va créer qu'un seul dictionnaire qui va contenir toutes les activités possibles à l'intérieur d'un plan de soins. On va pouvoir même profiter de l'occasion pour pouvoir informatiser tous les protocoles modèles. Alors, pour venir faciliter, lorsque j'accueille un usager qui sera atteint d'une problématique quelconque, de venir faciliter nécessairement la préparation d'un plan de travail ou d'un plan de soins. Donc, puis bien entendu, un autre des volets qui va être centralisé, c'est que vous allez pouvoir utiliser les formulaires qui vont être à un seul endroit. Donc, tous les formulaires, autant administratifs, cliniques, qu'on soit en soutien à domicile, en hébergement, vont être à un seul endroit. On va profiter de l'occasion pour venir les normaliser et nécessairement de créer un seul formulaire comme tel. Ça va nous permettre d'avoir l'information disponible sur l'usager et ses proches sur les services rendus. Donc, peu importe dans la trajectoire de service où est situé l'usager comme tel, en tout temps, l'information est accessible et va nous permettre de pouvoir justifier quoi que ce soit, avoir accès à l'information pour consultation. Puis ce qui est surtout intéressant, ça va nous permettre d'avoir une continuité dans la trajectoire de service. Donc, c'est le même dossier de l'usager qui va suivre vraiment son parcours. Fait que l'usager pourrait être traité à domicile aujourd'hui, terminer ses jours en hébergement. Alors, c'est le même dossier qui va suivre l'usager pour vous éviter, dans le fond. Donc, c'est la même histoire de vie, ce sont les mêmes habitudes de vie. Donc, c'est le même dossier qui va suivre dans cette
trajectoire de service. Donc, si je résume, ce projet va vous permettre nécessairement des gains d'optimisation importants. Donc, ça va permettre d'optimiser les processus de travail de tous les intervenants, autant en soutien à domicile que dans le secteur de l'hébergement. Donc, ça va donner aux gestionnaires et aux équipes cliniques sur le terrain les moyens de mieux agir au niveau de la prise de décision clinique. Donc, on va vous éliminer beaucoup de tâches administratives ou cléricales, de par un peu toutes les optimisations qui se font de façon automatique dans le système. Puis ça va vous permettre de mesurer les prestations quotidiennement afin de s'assurer qu'on a la prestation qui s'adapte nécessairement au type de clientèle. Puis on va suivre l'usager, peu importe son lieu de prestation transitoire de services ou de soins. Pour vous montrer qu'est-ce que ça va avoir de l'air, alors vous avez ici votre région, alors c'est la Côte-Nord, pour laquelle vous avez un certain nombre de territoires soutien à domicile au centre. Vous avez des entreprises d'économie sociale, vous avez des partenaires, alors qui sont des ressources intermédiaires, des résidences de personnes âgées pour lesquelles vous avez des places achetées, des lits achetés ou des ententes quelconques. Vous avez de l'autre côté des CHSLD là, pour 11 sur le territoire, et vous allez avoir 2 maisons des aînés. Alors, nécessairement, on va vraiment déployer le système là, dans toute cette trajectoire. Donc, peu importe, le patient pourrait être traité d'abord en soutien à domicile, évoluer dans cette trajectoire. Il pourrait avoir des services de l'entreprise d'économie sociale. Il pourrait, à un moment donné dans son parcours de vie, ne plus être capable de rester à domicile. Alors, il pourrait transiter dans une ressource intermédiaire ou être en CHSLD. Donc, c'est le même dossier là, qui va suivre cette trajectoire et pour lequel, dans le fond, tous les intervenants qui vont avoir à agir ou intervenir auprès de celui-ci vont avoir des dispositifs quelconques en fonction de ce que vous avez à réaliser comme travail. Alors, des fois des plus petits téléphones, des fois des tablettes numériques pour pouvoir vraiment bien saisir ou capter l'information que vous allez avoir besoin de capter. Et bien sûr, dans tout ce processus-là, le proche aidant qui va nécessairement être inclus comme un acteur clé là, dans la démarche d'accompagnement de l'usager. Puis bien entendu, comme l'a introduit M. Voyer tout à l'heure, alors dans le secteur des maisons des aînés, on va vous faire rêver. Alors c'est des technologies qu'on va pouvoir par la suite déployer de façon plus large au niveau du soutien à domicile et de l'hébergement. On va commencer par revoir vos processus pour que vous puissiez aller chercher des gains d'efficience importants. Puis par la suite, tranquillement, on va déployer les technologies qui ont été introduites tout à l'heure. Si je parle du soutien à domicile, l'assistant vocal pour suivre certaines personnes. Alors, ce ne sera pas fait pour toute la clientèle, on le sait. Des technologies comme Living Safe, qui sont des capteurs radars qu'on met nécessairement, qu'on n'a qu'à brancher dans le mur du domicile et qui permettent la détection de chute jusqu'à domicile. C'est des technologies qui sont possibles et pour lesquelles on a des partenariats avec ces entreprises. En hébergement, nécessairement, de la gestion d'incontinence qui a été rapidement introduite tout à l'heure, on a des capteurs qui sont possibles qu'on peut mettre dans la culotte d'incontinence de la personne et qui nous permet en temps réel de connaître le taux d'humidité de la culotte. Donc, qui évite les tournées la nuit. Alors, il y a plusieurs avantages où ça peut être une petite pastille là, qui est un partenaire français et pour lequel on peut même avoir la température corporelle de la personne. Okay? Fait qu'il y a différentes technologies qui peuvent être utilisées pour aller chercher des gains supplémentaires d'efficience. Donc, une fois qu'on va avoir informatisé le dossier de l'usager, on pourra nécessairement utiliser différentes technologies pour suivre différents types de clients, qu'on soit à domicile ou qu'on soit en hébergement, jusqu'à se brancher au système de caméras de surveillance qu'on va déployer ou qui va être déployé éventuellement dans vos maisons des aînés et pour lequel, nécessairement, on a mis de l'intelligence artificielle pour la détection de chute, là, comme l'a expliqué M. Voyer tout à l'heure. Et tout ça va être produit dans une console. Fait que vous allez pouvoir nécessairement avoir vos usagers, à quoi ils sont connectés exactement et de façon précise. Fait qu'on va vraiment mettre une centrale d'opération et qui va vous permettre d'un côté à l'intervenant de pouvoir voir le dossier de M. Tremblay et nécessairement de pouvoir suivre nécessairement auprès de quel usager, qu'on soit à domicile ou en hébergement, auquel on doit porter une attention particulière. L'idée, comme je l'ai dit ici, c'est pas
de remplacer le jugement clinique de l'intervenant, mais c'est beaucoup plus de lui donner des outils pour mieux agir au niveau de la prise de décision. Alors voilà, alors écoutez, on est très fiers également de collaborer avec M. Voyer. Merci de vos conseils depuis plusieurs années. Alors on va continuer d'investir au niveau du numérique, on va continuer d'investir pour améliorer les processus. Alors, on est très heureux encore une fois d'avoir été choisi par votre région. Alors on commence ça dans les prochaines semaines, puis très heureux de voir qu'on a ici présent dans la salle plusieurs personnes mobilisées là, par une telle initiative de la direction. Alors, merci. Et on aura l'occasion de se reparler assurément au courant des prochaines semaines, prochains mois, parce qu'on va être là pour quelques mois assurément. Merci. Je veux juste qu'on spécifie quelques petites affaires. Peut-être la présentation encore. Juste avant de conclure, là, je veux juste spécifier quelques petits pour les filles du SAD, parce qu'après ça, je vais vous poser une question au CIS de la Côte-Nord. L'équipe médicale va avoir accès à l'outil technologique, ce qui veut dire que quand on appelle le médecin, notre usager ne va pas bien, le médecin va pouvoir ouvrir le système, va avoir accès au dossier de l'usager, va être capable d'aller voir, la semaine dernière, comment ça allait, la dernière visite, l'ergo, la physio. Fait que c'est vraiment un outil qui va venir nous aider. Au niveau de nos RI, ce qui est vraiment génial, nos plans de soins, nos directives infirmières ou tout ce qu'on envoie, les travailleuses sociales, tout ce qu'on envoie comme recommandation va passer par le système informatique. Donc, les fax ne devraient plus exister. Fait que ça va vraiment venir nous aider. Puis, il y en avait un autre que je voulais dire. Oui, soutien à domicile, l'infirmière de garde. Je me souviens quand j'étais au soin à domicile, partais avec la grosse valise, plus le dossier patient, puis tous ceux qui sont sur la garde. Puis là, on a M. Côté qui nous appelle, puis il n'est pas sur la garde, mais là, il a besoin, puis j'ai pas accès à son dossier, il faut aller au CLSC. Bien là, je vais avoir accès à l'outil technologique, je vais rentrer dans le dossier, je vais être capable de répondre à M. Côté, je vais être capable de donner le service qu'il a besoin. Fait que c'est des petits détails, mais moi, qui m'accrochent pour une infirmière du SAD qui va vraiment venir nous aider. Je ne sais pas si, Steve, tu avais d'autres... absolument. Puis la question que je veux poser aux gens du CIS de la Côte-Nord, tantôt, on vous a demandé est-ce que je m'engage. Là, moi, ce que je veux vous demander, c'est est-ce que vous êtes prêts à avoir l'outil technologique? Merci tout le monde. Merci Steve. Merci beaucoup, Manon, M. Girard, pour cette belle présentation. Avant de poursuivre, je voulais juste vous dire que la conférence de ce matin avec Gabriel et Judith, on a recueilli 22 projets qui ont été faits. Et parce qu'on a un petit peu de temps, on va se prendre quelques minutes pour vous présenter quelques projets rapidement qui ont été faits par vous-même ici dans la salle. Avant de laisser la parole à nos deux jeunes filles master des loisirs, en fait, je voulais faire une petite spécification que je ne vous ai pas dit ce matin. C'est que tout ce qu'on a parlé, je ne l'ai pas nommé, mais ça s'adresse aussi au RI, RTF, RPA. Puis j'aurais dû le nommer. Je me suis trompée. Je vous le dis, je me suis trompée. J'aurais dû. Mais je veux juste que vous vous sentiez concernés par ça parce qu'on va vous accompagner dans ce changement-là aussi. Puis on va être avec vous pour faire doucement ce virage à 180. Je ne sais pas si on peut dire doucement et 180 degrés dans la même phrase. Mais en tout cas, on va tourner, ça c'est sûr, puis on va être avec vous autres. Juste avant de terminer, comme il reste quelques minutes et que j'ai été en charge du colloque, je tiens à remercier sincèrement les directions, l'ensemble des directions du CIS de la Côte-Nord, mais aussi des organismes, des résidences privées, de tous les endroits, de votre ouverture, en fait, à avoir laissé aller vos employés, à vous être présentés ici. Je le sais que ça prenait un peu de souplesse
pour pouvoir se sentir interpellé quand on fait partie de des directions qui ne sont pas directement dirigées vers SAPA. Mais je salue, en fait, cette ouverture-là et cette souplesse-là. Donc, je vous remercie. Et je vous laisse avec nos 2 masters. Bonne journée. Donc, on n'a pas eu le temps de tout regarder parce qu'on a reçu quelques formulaires. On n'a pas eu le temps de tous les regarder, mais il y en a 2 qui ont vraiment retenu notre attention. Donc, je vais vous en parler de un, Judith, du deuxième. Donc, on en a eu un qui proposait de faire la cuisine. Donc, on se souvient la mise en scène, Mme Imbeau qui a un peu d'appréhension avant d'arriver à son CHSLD. Donc, on a eu une table qui nous a proposé de faire la cuisine avec justement là, du ragoût d'orignal, vu que c'était un de ses repas favoris. Donc, ce que j'ai aimé de cet avant-projet-là, c'est que ça a été poussé un peu plus loin. Ils ont proposé de faire ça sur une veillée, donc dans l'après-midi, de préparer tous ensemble sur les étages la nourriture, puis le soir, d'aller louer un feu électrique, un foyer électrique, en fait, pour faire une belle veillée là, autour d'un feu à l'intérieur. Il y avait fait aussi des musiciens qui venaient faire la musique, puis il y avait aussi la location là, de décoration, en fait, là, rustique pour mettre dans l'ambiance. Donc, c'était vraiment bien. On a vraiment poussé. On est allé dans les temps après le souper, puis on est allé là, vraiment mettre l'espace adapté là, à cette activité-là. Donc, je ne sais pas quelle table a fait ça, mais chapeau. On avait aussi une deuxième activité qui était à coup de cœur, qui s'appelait « Étudions ensemble », qui était en fait du support scolaire pour les jeunes étudiants. Donc, dans le fond, on avait ici une activité qui était intergénérationnelle, qui pouvait se faire plusieurs fois par semaine, d'une durée de 30 minutes. Puis en fait, tout ce qu'on a besoin, c'est d'une salle et d'un tableau plan, d'un aîné, puis d'un enfant ou d'un adolescent qui a besoin d'aide dans ses travaux d'école. Puis comme Mme Imbeau, ben, c'est une ancienne enseignante, ben, c'était une activité qui était vraiment parfaite pour la remettre, lui rappeler son ancien emploi, lui rappeler ses anciens étudiants. Donc, on avait vraiment trouvé que c'était une idée qui répondait bien, en fait, à son besoin, puis qui demandait assez peu d'énergie à mettre en place. Donc, chapeau à cette table qui a proposé cette activité-là. Puis bravo aussi à toutes les autres tables. Là. J'ai vu toutes sortes d'idées farfelues qui répondaient bien aux besoins. Là. Donc, vous allez pouvoir consulter tout ça dans vos boîtes courriels suite au colloque. Merci beaucoup de votre participation. Maintenant, avant de terminer, j'inviterai pour la dernière fois de la journée Mme Joséphine Bacon à monter sur scène. Oh, mes lunettes, c'est vrai. J'ai oublié que faut mettre vos lunettes. Eh bien, voilà, le cercle est complet. Hein? La journée s'est bien occupée de nous. Et puis, on a appris, on a partagé. Et c'est tout ce que nous avions de besoin pour avancer. Et avancer, toujours avancer. Sinon, on est bloqué si on ne continue pas à avancer. Alors, ça a été une journée avec des gens extraordinaires, une assistante qui écoutait. Et puis, que dire de plus que la journée s'est bien occupée de nous et le temps aussi. Alors, pour conclure tout ça, j'ai un dernier poème pour vous. Il court. Napam nuenten, kawabat man wastesio. Abotsewan kataya, dis eche hoya, gomin kotak popon. Revoir la lumière de l'automne. Je n'ai aucun secret à garder au crépuscule de ma vie. Accorde-moi une autre saison.
beaucoup. Merci beaucoup, Mme Bacon, du privilège que vous nous avez fait d'être venue avec nous aujourd'hui. Ça a apporté une belle dynamique à la journée. Je vous invite à participer, c'est pas mal le mot de la fin, je vous invite à participer au cocktail de réseautage qu'on va avoir après le colloque. Vous allez trouver dans votre cocarde un coupon, le coupon jaune qui vous reste pour une consommation gratuite. On vous demande de ne pas oublier de faire l'évaluation du colloque à partir du code QR que vous avez sur la table. C'est important pour nous parce qu'il va y avoir des prochains colloques dans les prochaines années encore. Fait qu'il faut essayer là, de toujours s'améliorer. Je prends quelques minutes pour remercier nos partenaires financiers. Annick en a parlé un petit peu tantôt. Nous remercions le RIUS Laval ainsi que RTM Médical pour le prêt d'équipement et de leur présence parmi nous. On ne peut pas passer non plus sur silence la présence de toutes les directions. C'est vraiment plein de monde qui se sont mobilisés aujourd'hui. Puis tous ensemble, on va aller vers un changement. Puis on va le faire tous ensemble, puis ça va bien aller. Et vous, chers participants, merci. Grâce à votre présence aujourd'hui, nous pouvons officiellement lancer l'implication de la nouvelle politique d'hébergement du Québec ici sur la Côte-Nord. Votre engagement fera toute la différence et n'oubliez jamais que le jour J, que demain, ce sera peut-être vous. Merci de votre présence et je passe la parole à Mme Asselin pour le mot de la fin. Là, je suis entre la fin et votre verre de vin. Donc, si on prend l'exemple, et j'ai vu 99% des gens choisissaient le verre de vin. Madame Joséphine, Tchinashkimitun, Mendakishin. C'était mon gros stress de la journée, ça. Monsieur Voyer, merci de votre présence. Votre présentation a allumé beaucoup de lumière sur vers quoi on s'en va. Les chiffres parlent d'eux. Mais également, merci de votre ouverture, de votre présence sur scène qui nous donne le goût de faire le virage qu'on est en train de faire. Merci. À mes collègues panélistes de ce matin, Nathalie, Priscilla, merci. De belles discussions, très appréciées. Nathalie, on s'amuse parfois à donner des choses au ministère, mais c'est grâce à vous, au ministère, qu'on a pu avoir l'outil technologique. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de loisirs, Gabrielle, Judith, Dimitri, et il me manque Nancy. Nancy, elle est là. Des beaux outils qui sont juste là, qui demandent juste à être utilisés. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Manon, Steve, vous nous avez permis de nous projeter, d'aller ailleurs dans les outils qui s'en viennent ici chez nous, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Merci beaucoup. Ce matin, on a parlé, n'oubliez pas, j'espère que vous y avez pensé toute la journée. Moi, je l'ai certainement pensé. Pour avoir un parent présentement qui est en perte d'autonomie, je peux vous dire que j'ai pris des notes. Non seulement comme professionnelle de la santé, mais comme fille. Donc, merci Annie. Annick. Comment j'ai pu t'appeler Annie? Ça m'amène à mon dernier point. L'organisation aujourd'hui, ça a débuté en octobre 2021. Annick m'a contactée avec Priscilla, disait
On veut faire le colloque SAPA, on devait le faire en passant. Monsieur Voyer, merci de votre patience. Quand même, quand même, 3 ans, 4 ans, merci. En 2021, en octobre dernier, on en a parlé. Puis là, OK, cette île, d'amener tout le monde ici, est-ce que ça va-tu pogner, finalement? Vous avez vu Annick? Comment ça peut pas pogner? Un bâton de dynamite, vraiment, Annick. Donc, j'aimerais qu'ils montent sur scène les gens du comité pour une bonne main d'applaudissements. Donc, les membres du comité, Audrey Lévesque, Gertie Dufour, Coralie Bordua, Manon Boisvert, Nancy Pelletier, Nancy Bilodeau, Manon Cody, Priscilla Malenfant, Annick Leclerc, Judith Veillette. S'il vous plaît, montez sur scène. Bravo! Comme on dit dans les forces, je viens de me donner mon mission accomplie. Donc, tout le monde, je m'engage. Je m'engage. Je veux l'entendre. Je m'engage. Je m'engage à faire les choses différemment. Je m'engage. Merci. Et on se dit à l'an prochain, Yannick? Dans 2 ans? À Bécomo. 2 ans.